Je vais partager mon écran avec vous pour la dernière keynote de notre matinée. Est-ce que vous voyez mon écran apparaître? Quelqu'un peut me confirmer simplement? Nicolas, tu le vois? Oui, 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 Merci. oui. Je vais prendre 10-15 minutes pour vous présenter maintenant l'état de l'adoption. Donc, après avoir parlé un peu du point de vue un peu réglementaire, l'arrivée de Mika avec Uber, de point de vue panorama des acteurs, notamment français, et la compréhension pédagogique de qu'est-ce que ça change sur la chaîne de valeur du domaine qu'on appelle l'acceptation, ou de toute façon toute la chaîne de valeur des moyens de paiement. Parlons maintenant de l'état de l'adoption en 2024. C'est quelque chose qu'on fait chaque année à France Payment Forum. Donc, voici la mise à jour. En 2023, il y avait au monde à peu près 580 millions de crypto-porteurs uniques au monde. Ce n'est pas le nombre de wallets, ce n'est pas le nombre de comptes ouverts, c'est le nombre de personnes derrière ces comptes. C'est estimé à 580 millions de porteurs uniques. Sauf que ça date depuis une année. Si on met à jour ces chiffres à 2024, à décembre 2024, en fait c'est fin novembre, c'est estimé à 950 millions de crypto-porteurs. Donc c'est une croissance assez forte, de plus de 64% en un an. Alors c'est forcément lié au bull run qui vient d'avoir lieu, c'est très lié à ça très clairement, mais c'est une dynamique qui ne s'est pas arrêtée durant les années où ça ne montait pas autant en termes de valorisation des bitcoins. C'est une tendance de fond, peut-être d'investisseurs ou de spéculateurs ou de ce que vous voulez, mais la tendance de fond, elle est là. L'adoption augmente d'une façon relativement exponentielle. Juste pour comparer, je trouve ça intéressant de comparer à l'état de l'adoption de l'IA, parce qu'on voit tous OpenAI, Grok, Gemini, Mistral, Perplexity ou Claude augmenter massivement en adoption aussi. En 2024, il est estimé qu'il y a à peu près 300 millions d'utilisateurs uniques de l'IA aujourd'hui un peu au monde. Et les estimations vers 2030, c'est 700 millions. Donc on voit qu'on est déjà bien devant l'adoption de l'IA. L'adoption de l'IA, elle n'a pas eu beaucoup de conflits ou beaucoup de débats parce qu'on voit tout de suite son utilité sur l'efficacité dans les entreprises. Mais voilà, en termes de comparaison, l'adoption des cryptos, elle est encore bien loin devant. Et si on compare un peu les market cap de ces deux industries, actuellement, avec le bull run, on voit à droite de l'écran qu'on a dépassé les 3 000 milliards. Donc, c'est 3,14 trilliards de dollars américains, avec des volumes aussi qui augmentent. Mais je ne m'attarde pas sur ça, parce que ça, ce n'est pas un indicateur très fiable. Simplement, c'est une estimation de la taille du marché. Mais de point de vue comparatif aussi à l'IA, on voit bien que même l'IA en 2030, elle n'est pas estimée dépasser ce cap. C'est juste pour mettre un tout petit peu en perspective la dynamique de deux industries disruptives, la blockchain, Bitcoin, les crypto-paiements d'un côté, et de l'autre côté, l'usage des IA. Donc je ne m'attarde pas là-dessus sur les distributions par pays, mais en France, on estime que l'adoption, donc Uber a déjà mentionné le chiffre, proche de 12%, en réalité, ça date de 2023. Donc ce chiffre, il date de décembre 2023. On n'est pas loin des 18% aujourd'hui. Mais bon, si on reste sur les 12%, c'est 8,2 millions de Français qui sont relativement peu ou beaucoup ont un compte en crypto quelque part, contre 4 millions et demi d'investisseurs en France. Donc voilà, encore une fois, c'est notre indicateur de l'adoption. Et en 2023, 25 millions de Français ont cherché à acquérir des cryptos. Alors, ils ne l'ont pas tous fait parce que c'est compliqué, parce qu'il y a des étapes à franchir, mais ils ont cherché, 25 millions. Donc, ça donne un indicateur de la croissance potentielle du marché français. La répartition, c'est 61% d'hommes, 39% de femmes. Encore une fois, ça s'équilibre parce qu'avant, il y avait un delta plus fort pour les hommes. Donc, ça commence à s'équilibrer. Bon, la tranche d'âge, 25-34, mais surtout, il y a en France, plus de 65% souhaitent les utiliser en paiement. 65% des détenteurs de crypto déclarent l'intention d'avoir besoin de les utiliser en paiement. Alors, parlons maintenant de l'adoption. En crypto-paiement, je veux dire, plus 57% de croissance annuelle des transactions en 2021. Donc ça, c'est le chiffre ancien 2021. 23% de crypto-remettants aux États-Unis ont envoyé des fonds à l'étranger en crypto. C'est-à-dire qu'en concurrence avec Western Union, MoneyGram ou autres, les personnes qui font de la remittance, qui font des transferts de fonds à l'étranger, 23% de ces porteurs-là ont envoyé de l'argent avec des canaux en crypto. Probablement en stablecoin, en majorité, je n'ai pas le chiffre exact de la répartition. En revanche, sur la totalité des crypto-paiements, je ne parle pas des transactions de spéculation,
d'achat et de vente de crypto. Je parle en acceptation par des commerçants qui déclarent accepter des moyens de paiement en crypto. 65% de ces transactions en crypto sont en Bitcoin. Ça veut dire que les stablecoins sont en train de grignoter très fortement la place de Bitcoin en tant que moyen de crypto-paiement. Parce que Bitcoin s'était utilisé à 95% dans les transactions crypto-paiement. Et on voit que les stablecoins commencent à reprendre leur place là-dessus. Finalement, les derniers chiffres montrent qu'il y a 2,4 millions de commerçants qui acceptent les crypto-paiements, les cryptos en moyen de paiement. Et 50% des commerçants Tier 1 aux États-Unis acceptent déjà les crypto-paiements. Tier 1, c'est 250 millions de dollars en turnover par an, en chiffre d'affaires par an. Donc la majorité, ou au moins la moitié des grands commerçants, c'est du business as usual pour eux aujourd'hui aux États-Unis de dire vous pouvez payer avec vos cryptos chez nous. Et la croissance du panier moyen et du chiffre d'affaires, elle est importante pour le commerçant. Pourquoi les commerçants cherchent à l'accepter? C'est que ça fait plus 40% de clients nouveaux. C'est des clients qui possèdent des cryptos, qui souhaitent les utiliser en paiement. Et leur pouvoir d'achat, leur panier moyen, il est 7,4 fois plus élevé. Bon, parlons maintenant de l'accueil qui a été donné en France aux crypto-paiements. Donc, c'est anecdotique, mais vous voyez que, par exemple, les printemps ont annoncé accepter des cryptos, et vous voyez des commentaires comme ceux de Nicolas Dufresne qui dit voilà l'indifférence générale, on dynamite la monnaie souveraine. Donc, c'est ça l'accueil en France, majoritairement. Hein, c'est pas un préjugé, c'est typique. Bon, il y a des commentaires qui leur répondent oui, mais tous ces sujets ont déjà été traités en termes de consommation énergétique. Il y a mieux que le Bitcoin, mais même le Bitcoin est déjà plus efficient que les industries bancaires. Et puis, vous avez des personnes qui commentent en disant à notre événement, c'est quoi cet événement crypto-paiement? Ça n'existe pas. Le mot crypto-paiement n'a aucun sens. Et effectivement, si on veut rester aveugle à l'innovation, on va rester sur du transport fluvial, alors que les trains sont en train d'arriver, et l'industrie fluviale, des transports fluviaux, elle n'a pas su s'adapter aussi rapidement. Pareil pour les paiements mobiles. La France, les banques françaises, ont mis beaucoup de retard à adopter les paiements mobiles, ce qui a laissé une grande place à Apple Pay, à Google Pay et à d'autres. Et je termine sur ce diagnostic d'analyse de tendance. Donc, 1400 grandes entreprises aux US, ils thésaurisent déjà en Bitcoin. 1400 ont dans leur bilan des cryptos, dont Bitcoin. MicroStrategy, elle possède déjà 386 000 Bitcoins. Elle a lancé un plan de 42 milliards de dollars de levée de fonds sur 3 ans pour acquérir que du Bitcoin, par exemple. Bien sûr, on a vu le succès de l'ETF BlackRock qui a dépassé les 40 milliards en novembre 2024. Côté commerçant, en une année, on a vu plus que 2 fois plus de commerçants qui acceptent. C'est une augmentation de 174% de nouveaux marchands qui acceptent Bitcoin. 85% des commerçants US considèrent une priorité d'accepter des Bitcoins. On sait pourquoi. Parce que c'est un pouvoir d'achat plus élevé, un panier moyen plus élevé. Bon, la Russie, elle a adopté une loi pour l'accepter aussi. Bon, on a vu aussi Ferrari, on a vu d'autres pays. Bon, le Salvador, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais c'est une tendance de fond. Et qu'est-ce qu'on voit en volume? Sur la blockchain elle-même de Bitcoin seul, sur son niveau 1, aujourd'hui, il y a 600 000 transactions par jour. C'est rien par rapport à Visa, mais c'est une croissance forte. Si on rajoute à ça Bitcoin Lightning, qui fait du paiement instantané sur Bitcoin, il y a une croissance de 600% par an, avec 200 000 transactions jour. Bitcoin Lightning est à 1 million d'utilisateurs actifs aujourd'hui, plus les infos que Visa avec Transac, elle a acheté une off-ramp qui peut servir 135 millions de commerçants. JP Morgan qui brasse déjà 1 milliard de dollars de transactions par jour. On voit que les crypto-paiements avancent. Ils sont encore faibles, mais ils avancent fortement. En parallèle, de l'autre côté, les projets de MNBC ou d'euro numérique sont relativement pas en retard, mais ils ont leur propre rythme. Le rythme, c'est 2030, probablement plus tard. Donc, dans ce temps-là, on voit une croissance forte du coup des stablecoins et d'autres moyens de paiement. Et pour terminer, je vous montre simplement une petite vidéo d'un crypto-paiement fait en France. Alors, c'est l'exception par rapport à la règle de Nicolas Kozakiewicz qui nous a présenté. Là, dans ce cas en particulier, si le commerçant accepte de garder les bitcoins en tant que monnaie, il n'y a pas de defunding derrière. Mais il a raison, Nicolas. Très souvent, les commerçants vont passer par un exchange pour les convertir en dollars après. Mais voyons comment le moyen de paiement est rapide. Nous sommes sur Bitcoin aujourd'hui et on est en train d'acheter juste notre livre. Cette livre-là sur Bitcoin, et le paiement va se faire avec Bitcoin Lightning. On va faire une information liquide
C'est plus rapide que ce que l'œil peut voir. Le paiement a déjà eu lieu et c'est fini. Parfait. Merci. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc, c'était une présentation rapide de l'état de l'adoption. Il nous reste encore 8 minutes pour des questions-réponses. Si quelqu'un souhaite prendre la parole aussi, Nicolas peut-être, Hubert, Thibault, ou s'il y a des questions, avant la table ronde. Vincent. Ouais, bonjour à tous. J'avais une question sur les volumétries de paiement. Tu as dit que sur Bitcoin, tu avais 200 à 300 000 transactions par jour à peu près. Et tu en as combien? Ça, c'est sur la blockchain L1. Il y en a combien, d'après toi, je ne sais pas si c'est mesurable, sur les Lightning? Alors justement, j'ai donné ces deux chiffres, mais très vite, effectivement. Sur Bitcoin Layer 1, ça veut dire Bitcoin classique que tout le monde connaît sans aucun problème, c'est 600 000 transactions par jour. À ça vient se rajouter 212 000 transactions par jour sur Bitcoin Lightning, ce qui est équivalent à peu près 800 000 transactions par jour en crypto-paiement en août 2023. Donc ce sont les chiffres qui datent de 2023. La difficulté vient de l'exercice de distinguer des transactions de spéculation de transactions de paiement. Et c'est là où Bitcoin Lightning, c'est du pur paiement, donc 200 000 transactions par jour en Bitcoin Lightning. Le chiffre a augmenté ces derniers temps, mais je ne l'ai pas mis à jour encore. La croissance, c'est ça l'indicateur le plus important. Plus 600% par an. Donc ça ne double pas, ça ne triple pas, ça quadruple pas, c'est beaucoup plus que ça. Donc on voit une vraie tendance que sur Bitcoin. À cela, oui, excuse-moi Michel, le plus 600%, c'est sur la partie L2 sur le global. Que Lightning, plus 600%. Oui, que Lightning, ok. Ouais. Tout à fait. Et là, moi, j'étais convaincu que Lightning était plus gros que la blockchain de base, mais je pense que ça, à terme, c'est ce qui va se passer. Mais... À terme, oui. Mais actuellement, Bitcoin Lightning, il est encore, je ne veux pas dire immature, il est encore plus petit, il est encore en train de s'installer, de prendre sa place auprès des commerçants. Parce qu'il y a des freins chez les commerçants, on va parler dans la table ronde aussi, il y a des freins chez les commerçants de dire, mais qu'est-ce que je dois accepter? Il y en a plein, il y a 20 000 cryptos, il y a 15 000 cryptos. Comment je les accepte? Comment je gère la trésorerie? Comment je gère la partie compta? Typiquement, ce que j'ai montré dans la vidéo, c'était une vidéo à Surfing Bitcoin où les commerçants étaient déjà des crypto-enthousiastes. Ça veut dire que le commerçant, il souhaitait garder une partie en crypto, mais il doit quand même payer sa TVA. Il doit quand même payer ses salaires. Donc à un moment, comme il l'a montré Nicolas K, il va passer par la case exchange, ou bien, s'il utilise une solution comme celle de Payinov que Nadia va nous présenter, l'exchange, il est durant le moyen de paiement lui-même, durant l'acte de paiement. Voilà, donc ça, il y a deux façons de faire. Soit je souhaite garder tout en Bitcoin, mais aujourd'hui, ce n'est pas réaliste, parce qu'il faut payer la TVA, il faut payer les salaires en euros ou en dollars. Soit demain, dans un monde salvadorien, voilà, il serait possible pour un commerçant de dire je garde tout en Bitcoin et je paye en Bitcoin aussi. Ou en stablecoin. Et c'est là où les stablecoins ont fait leur preuve. C'est qu'ils ont fait ce pont entre les moyens classiques et la rapidité de la crypto. Mais dans tous les cas, tu es quand même obligé de faire un moment une bascule. C'est ce que j'explique. Hein. Tout à fait. Je vois qu'il y a Laurence qui a levé la main et Cédric. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis très gênée là quand vous parlez de paiement en crypto. Monsieur de Vauplane a bien expliqué que ce n'était pas une monnaie légale. Oui. Donc, je ne comprends pas comment on peut parler de paiement en crypto chez des commerçants avec une monnaie qui n'est pas légale. Alors, si ce n'est que lorsque le commerçant en fait, fait la conversion en fiat, mais à ce moment-là, à quoi ça sert? Donc, en fait, j'aimerais qu'on m'explique comment légalement cela peut exister. Hubert?
Oui, je vais bien répondre à la question. En fait, l'obligation de paiement en euros, elle est assez limitée. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pourrez jamais, en France en tous les cas, payer vos taxes en crypto ou en stablecoin, mais rien n'empêche un commerçant vis-à-vis d'un consommateur de payer en coquillage, en dollars ou en bitcoin. C'est une convention de paiement. La seule différence, c'est que cette convention de paiement n'a pas la force d'un paiement avec une monnaie légale, puisque la monnaie légale libère la dette du débiteur vis-à-vis du créancier. Donc, quand je paye en euros, je suis libéré de ma dette. Quand je paye avec des coquillages ou du bitcoin, je ne suis pas juridiquement totalement libéré de ma dette. Je suis libéré contractuellement et non pas par la loi. Vous voyez la différence? Et donc, en fait, quand on voit Michel qui paye son café en crypto-monnaie, le commerçant peut, dans la minute après, courir après au voleur, tu ne m'as pas payé en euros. Il peut courir après et Michel dira, si, j'ai payé avec du bitcoin que vous avez accepté. Voilà, c'est l'acceptation qui fait peur. C'est une convention. C'est-à-dire que c'est un contrat. Oui, je crois qu'il y a un peu de confusion sur un certain nombre de choses. Hein. Je crois que la notion de monnaie légale, cours légal, ça s'applique à la monnaie légale, c'est-à-dire à la monnaie diffusée par la Banque centrale européenne. Il y a maintenant des organismes qui sont habilités à créer des monnaies commerciales, hein, c'est les banques, et puis la DSP n'a pas étendu, a détendu les acteurs du paiement à un nombre d'acteurs supplémentaires, les établissements de paiement, etc. Donc ici, je rappelle aussi qu'il y a quelque chose qui est nouveau, qui s'appelle le règlement MiCA, qui a deux facettes, qui a une facette marché et qui a une facette, je veux dire, paiement. Hein. L'une qui est supervisée par la CPR et l'autre qui est supervisée par l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Voilà. Hein. Et toutes les règles relatives au paiement sont supervisées par l'AMF et par la CPR pour les paiements. Et ce que l'on demande, c'est que les acteurs qui veulent effectivement intervenir sur ce marché, etc., eh bien, la MiCA fixe un cadre, c'est même pas c'est pas une directive, hein, c'est un règlement, hein, Hubert, hein, donc immédiatement applicable. Hein, d'ailleurs, je crois que c'est quand, je crois que c'est à la fin de l'année là qui s'applique définitivement. Pour les stablecoins, c'est applicable depuis le 1er juillet de cette année 2024. Voilà, depuis le 1er juillet. Merci. Donc voilà. Donc les établissements qui veulent intervenir là-dessus, ben, il faut qu'ils se déclarent auprès de la CPR. Et la CPR fixe les règles, hein, voilà, etc. Maintenant, on l'a bien montré. Il y a beaucoup de formes aujourd'hui de façon de payer, hein, de mode de paiement, parce qu'il ne faut pas parler d'instrument de paiement, il faut parler de mode de paiement, de mode de paiement effectivement autour de l'usage des crypto-actifs, hein, voilà. Forme où on fait des conversions en monnaie fiat ou en monnaie commerciale, enfin en monnaie publique ou commerciale. Et puis il y a des modes où donc on fait finalement un transfert d'actifs. D'ailleurs, je suis étonné, Michel, je pense qu'il a dû le dire, ou j'ai peut-être mal entendu, c'est que justement quand on fait un transfert d'actifs, on est dans un cas où on a un impôt dessus, puisque s'il y a un écart, voilà, on est facturé parce que c'est une vente privée, mais c'est une vente d'actifs. Hein, faut pas oublier ça, hein, quand même. Hein. Voilà. Donc, on n'est pas aujourd'hui dans le no man's land pré-MiCA. Attention, hein, on est dans le monde post-MiCA. Et les acteurs ont des contraintes d'ailleurs terribles, hein, pour pouvoir intervenir. Voilà. Hein, alors, je vois qu'il y a Yves qui veut aussi Une dernière question à Cédric qui a levé la main dès le départ. Après, on doit basculer à la table ronde. Cédric, tu voulais rajouter un mot? Non, mais il y avait Yves aussi, oui. Vous m'entendez? Yves aussi. Oui, Cédric?
Oui. Déjà, j'ai une observation. Il y a un truc que tu n'as pas dit, Michel, c'est qu'il y a quand même un changement dans les paiements par crypto. C'est que c'est l'utilisateur qui paye les frais de transaction et plus le marchand. Ça, c'est possible. On n'avait pas le temps de tout détailler, mais tu as raison. Une des différences entre un paiement par carte bancaire, par exemple, et un paiement par crypto, c'est qu'on a pris une nouvelle habitude dans les paiements en crypto. Pour le commerçant, ce n'est pas lui qui va payer la commission, mais c'est le payeur qui peut payer une grande partie de la commission. Mais c'est toujours nous qui payons in fine, hein, parce que le marchand, il n'est pas rien. Il ne faut pas, en sortant du chapeau. C'est vrai. Mais cela dit, ça peut aider à l'adoption. C'est juste mon observation. Non, ma question était sur un autre truc, c'est quid des paiements B2B? Parce que autant les marchands commencent à accepter, vous l'avez montré, même si 200 000 par jour sur Lightning, ça reste à mon avis tout à fait infime par rapport au nombre de paiements mondiaux, mais bon, ça progresse. Mais quid des paiements B2B? Parce qu'en fait, si le marchand lui-même paye ses propres fournisseurs en crypto, là, oui, on a la propagation Cédric, pardon d'interrompre, juste attention au temps. Il y a JP Morgan qui nous donne un exemple sur le marché aujourd'hui. C'est 1 milliard par jour avec leur coin, JP Morgan Coin. Ce sont des paiements B2B. Il y a aussi le cas d'usage des MNBC de gros, mais ce n'était pas du tout le sujet de notre événement aujourd'hui, qui sera un bon canal de paiement de gros en B2B aussi. Mais je me permets de passer tout de suite la parole à Yves avant de lancer la table ronde. On t'entend pas, Yves? Pas de micro de ton côté? Yves, on t'entend pas? Ah, Yves, pas de micro de ton côté? Ah, problème technique? Ça marche. Tu peux nous écrire sur le chat, Yves, sans problème, et on la prendra la question peut-être pour la table ronde directement. Donc, non, mais là, je pense que ça marche, c'est bon. Yes. Non, c'était juste pour revenir effectivement sur la problématique des commerçants entre le B2C et le B2B, parce que le commerçant, quand il va être payé en crypto, est-ce qu'il va faire tout de suite une conversion fiat pour après aussi tout ce qui est déclaration comptable et déclaration de TVA, ou est-ce qu'il va garder ça sur un compte en crypto, pouvoir payer éventuellement ses fournisseurs aussi en crypto et d'avoir derrière une comptabilité parallèle, comptabilité en crypto. Et effectivement, comme l'a dit Hervé tout à l'heure, si jamais il y a eu un cours du crypto qui a changé, eh bien, il peut être susceptible de payer de la plus-value et de la taxe sur sa… C'est la même chose pour les devises, mais on va traiter ce sujet durant la table ronde. C'est le sujet de la table ronde. Et merci pour la transition, Yves. Je prends la question à 100% pour tous nos speakers, notamment Nadia, qui a des cas concrets avec des commerçants derrière. Si ça vous convient. Donc Cathy, je sais que tu as aussi levé la main pour la poser question, mais la parole va être à toi de toute façon pour la table ronde. Je vous propose de commencer la table ronde. Michel, tu avais une dernière question dans la conversation. Tu pourras peut-être y répondre ultérieurement. Je vais la regarder en parallèle sans problème. Oui, c'était un problème d'intervention sur Tether des gouvernements qui peuvent faire la demande d'un gel du portefeuille. Ah, c'est normal, on implémente la conformité et justement, exactement. Et Hubert seront là pour parler aussi de ces contraintes et de cette conformité, tout simplement.